Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 11 octobre 2018, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, un passionné d'histoire et de photos de Saint-Raymond, Lionel Beaupré, nous a quittés à l'âge de 89 ans. Pour nous parler des producteurs de lait et de la montée des prix des terres agricoles dans Portneuf, nous accueillerons en studio le producteur Christian Hébert. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier annonce des investissements majeurs à son service de protection contre les incendies. Une deuxième journée de réflexion sur la sécurité alimentaire dans Portneuf se tiendra à Saint-Raymond. Nous aurons une entrevue studio avec Sylvie Germain. Le Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières subit une bonne cure de rajeunissement. Et David Alexandre nous dressera la liste des sorties culturelles de la semaine. Bonne entrevue. La Société du patrimoine de Saint-Raymond vient de perdre un de ses piliers, amant de l'histoire de sa municipalité et des familles qui ont bâti Saint-Raymond et les environs. Monsieur Lionel Beaupré est décédé le jeudi 4 octobre dernier à Saint-Raymond à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de Yolande Godin. La famille recevra les condoléances ce samedi matin, 13 octobre, à l'église de Saint-Raymond à compter de 8h30, suivi des funérailles à compter de 10 heures. Lionel Beaupré aura été un collaborateur fidèle pour CJSR. Lui et des collègues de la Société du patrimoine ont réalisé plusieurs émissions historiques présentant des photos d'archives provenant de familles souches de la grande région de Saint-Raymond. Dans un reportage diffusé par la Société Radio-Canada la semaine dernière, on a appris que la valeur moyenne des terres agricoles des régions de la Mauricie et de Portneuf a bondi de 18,8 % en 2017 à partir des chiffres de la Société d'État-Financement agricole Canada. Il s'agirait de la hausse la plus importante au Québec, où les terres ont connu une hausse moyenne de 8,2 % en 2017. Cette hausse s'expliquerait entre autres par le rachat des terres à gros prix par des fonds d'investissement. Pour en savoir plus et comment faire face à cette tendance et pour nous parler des conséquences aussi de l'entente survenue entre le Canada, les États-Unis et le Mexique sur les producteurs de lait, nous accueillerons en studio le producteur agricole. Nous accueillons en studio en fait le producteur de Deschambault, Christian Hébert. Alors bonsoir Christian, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Peut-être, Christian, avant de parler justement de cette entente Canada, États-Unis, Mexique et aussi des producteurs de lait, parlez-nous un peu de votre implication dans le secteur agricole, dans Portneuf et même de l'UPA. Je suis producteur agricole, également président de la relève agricole pour la capitale nationale Côte-Nord, l'administrateur relève qui siège à l'UPA de Portneuf. Et faites partie de différents comités aussi. Faites-vous partie de la sécurité alimentaire ou... Non, pas pour l'instant. Okay. Je suis membre de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf, puis impliqué aussi dans chacune de mes productions, que ce soit dans la pomme, le cidre, les framboises. Oui. Quelle est la relève, du côté de la relève, quelle est la mission en fait de l'organisation? Représenter tous les jeunes passionnés en agriculture à travers le Québec de 16 à 40 ans hein, et leur avenir. Hein.
Parlons maintenant tout d'abord de de la gestion de l'offre, si on veut, mais de l'entente qui s'est faite entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Comment vous la voyez, cette entente-là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, justement, par rapport aux producteurs laitiers particulièrement? Ça nous touche de près dans Portneuf, hein, sans rentrer trop dans les chiffres. Hein. On est environ 700 producteurs dans Portneuf. Hein. C'est des individus avant tout. Hein. J'en suis un, Charles Trottier de la fromagerie des Grondines, Demzé Côté qui est le président de l'UPA, qui est producteur laitier aussi, maraîcher, Patrick Derome dans la production de cerf. Fait que vraiment, on a toutes les productions et on fait environ, c'est 400, on travaille sur 404 entreprises dans Portneuf et effectivement, plus de la moitié est sous gestion de l'offre. Hein. On a plus de producteurs laitiers? Oui, la majorité sont producteurs laitiers. Hein. Oui. Parlons des conséquences, justement, de cette entente qui a été conclue entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, justement, de ça? Il y a énormément de clauses hein, qui touchent différents mécanismes qui sont durs à comprendre, mais je pense que la façon la plus simple de le résumer, quand on entend les producteurs dire que le pire est arrivé, combiné à l'entente qui avait déjà été conclue avec l'Union européenne, l'ancien PTP avec l'Asie, et maintenant celle avec les États-Unis et le Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire pour un producteur ici dans Portneuf sur sa ferme? Ça veut dire qu'il y a exactement les mêmes coûts de production pour l'entretien de ses bâtiments, de son cheptel, de ses terres, mais la répercussion totale, ça va être environ 30 jours de production qu'il va perdre. Fait qu'imaginez pour n'importe quel ouvrier, travailleur, qui que ce soit qui vit dans Portneuf, perdre un mois de travail entier, c'est ça qui va en résulter. Hein. Si on le remet en chiffres, on parle d'environ une perte de 35 000 des revenus nets pour chaque personne qui est sous gestion de l'offre. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de ventes ou pourquoi exactement? Faire chuter le prix du lait, déstabiliser la gestion de l'offre comme présentement on le gère. Hein. On rouvre la porte à des producteurs qu'on ne peut pas compétitionner plus au sud, qui n'ont pas les mêmes normes, autant environnementales qu'au niveau du bien-être animal. Hein. On a fait un choix de société ici au Québec comme ailleurs dans le reste du Canada. Hein. Fait que, il n'y a pas non plus dans ce traité-là de réciprocité au niveau des produits, d'où le fait qu'on se retrouve à être hors compétition et c'est maintenant les États-Unis hein, qui veulent diriger notre façon de faire. Pour s'en sortir, suite aux discussions que j'ai eues avec les producteurs, on essaie de nous forcer à copier leur modèle, que les plus grosses fermes vont devoir grossir encore, puis les plus petits, ben, éventuellement, cesser leurs opérations. C'est quoi le principe de la gestion de l'offre? La gestion de l'offre, on appelle ça l'exception agricole. Hein. On produit, on travaille avec du vivant. Hein. On ne peut pas faire de gestion d'inventaire sur le long terme comme qui est fait au niveau là, du minier, qui est fait dans le bois, ou si le prix baisse, ben, on peut, ou la demande abaisse, on peut garder des inventaires. Nous, on doit l'écouler et quand même assez rapidement. Donc, depuis plus de 30 ans, on s'assoit, tous les secteurs ensemble, à travers le Canada, avec les transformateurs, avec les distributeurs, pour voir, bon, ben là, la demande s'aligne comment pour la prochaine année, pour les prochains mois, et pas tomber en surproduction, pour être obligé après ça de vendre les denrées à rabais sur le marché international. Hein. Fait que vraiment avoir une bonne gestion entre la demande et l'offre et qui fait qu'on a le seul modèle qui, contrairement au mythe, n'est pas subventionné. Hein. C'est-à-dire aux États-Unis, si le prix pour les produits laitiers tombe, ben, le seul mécanisme qu'un producteur a, c'est produire plus.
mais en produisant plus, il fait encore baisser son prix. D'où le fait qu'aux États-Unis, ils ont un programme qui s'appelle le Farm Bill, qui est 1 milliard, c'est 1000 milliards d'investissements qui est fait en subvention de l'État américain dans les fermes. Tandis que nous autres, on n'a pas ça ici. C'est juste vraiment en équilibrant l'offre et la demande. Oui. La demande vient particulièrement du Canada, mais elle peut se faire aussi au niveau des États-Unis et du Mexique? Nous, on gère la demande, au Québec, les autres provinces. Hein, au niveau du lait, les discussions se passent au niveau du Conseil canadien du lait. Mais on peut vendre du côté américain et du côté mexicain aussi. Effectivement. On pourrait vendre. Donc, il y a quand même un marché important là. Non, c'est un marché qui est plutôt secondaire. Hein. Nous, on gère principalement au niveau, sans rentrer trop dans les détails, mais on gère surtout au niveau de la gestion de l'offre pour le lait. C'est différentes classes. Hein. Fait que c'est pas le lait qu'on vend, mais les ingrédients dans le lait. Hein. Fait que le lait pour la consommation, c'est celui qui a la plus haute valeur. Mais ensuite, c'est principalement la matière grasse qu'on utilise. Et les surplus vont être surtout au niveau des surplus protéinique qui, là, est vendu au niveau international, là, au prix du marché. Hein. Il y a le lait, mais il y a aussi les œufs. Oui. Le fromage? Le fromage, je trouve, être une classe au niveau du lait. Hein. Il y a les œufs de consommation, les œufs d'incubation, hein. Fait que pour les poulets. Hein. Il y a également tout ce qui est là aussi dans la volaille, du poulet pour la consommation et du dindon. Oui. Donc, à partir de cette entente, on va trouver dans nos épiceries de plus en plus de produits laitiers, en fait, américains et mexicains? Non, les grandes fermes laitières sont aux États-Unis. Hein. Okay. On parle dans Port-Neuf, une ferme moyenne environ, pour le vulgariser, entre 100 et 120 vaches en lactation, tandis qu'aux États-Unis, entre 3500 et 5000 vaches, c'est considéré comme une ferme de moyenne taille. Hein. Ouais. Tandis que la plus grande au Québec est au centre du Québec, hein, et autour de 1500 vaches. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à partir justement de cette entente-là? Comment on pourrait réussir à s'en sortir en bout de ligne? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées? Comment vous voyez ça comme producteur? Les producteurs ont besoin de l'appui de tous les citoyens, hein, pour qu'au niveau politique, hein, on puisse trouver, là, maintenant l'entente est signée. Il est trop tard. Ouais. Hein. Maintenant, il reste au Québec faire une pression au niveau du fédéral pour voir si on va le ratifier, de laquelle façon on va le faire, s'il y a des clauses au niveau des compensations qui peuvent être faites. Mais encore là, même si Justin Trudeau dit qu'il va arriver avec des compensations, s'il y a une compensation là pour une année, ça ne sera pas des compensations qui vont être faites sur l'impact pour les 15 prochaines années, qui vont venir aussi sous forme d'un programme, hein, un programme que c'est pas nécessairement tout le monde qui va appliquer là-dedans puis que tout le monde va perdre. Il y a aussi à voir dans la signature de cette entente-là avec les États-Unis et le Mexique, il y a aussi l'abolition de la classe 7 pour les matières protéiniques, c'est-à-dire qu'on va laisser rentrer en masse le fameux lait diafiltré sur le marché canadien, fait que de la poudre de lait, hein, pour les produits transformés qui sont pas vraiment à haute valeur ajoutée, puis qui ont pas, il n'y a rien de bon pour le consommateur là-dedans, autant au niveau de sa santé dans les produits qu'au niveau du prix où il ne verra pas de répercussions. Hein. Donc, il y aurait de l'éducation à faire, dans le fond, parce qu'on parlait tantôt que le prix ne sera pas nécessairement plus bas, même si on reçoit... Il n'y a rien de mieux qu'on a à faire qu'acheter des aliments du Québec. Hein. Partout, comme c'est la même chose qu'on souhaite aux Américains, d'acheter le plus d'aliments locaux, qui fait marcher leur économie, qui fait travailler tous les gens en région. Oui, donc c'est stimuler l'achat local de nos produits de nos producteurs agricoles. Oui, et dans le cas du lait,
ça va demander plus de vigilance au niveau des consommateurs, de regarder sur le lait, les produits qu'ils achètent, le fromage. Hein. S'il y a le logo avec la petite vache bleue, ben ça, c'est fait avec du lait qui vient d'ici. Hein. Ouais. Comment sont perçus nos produits québécois particulièrement à travers les autres provinces du Canada ou ailleurs aussi dans d'autres pays? Est-ce qu'on a une bonne réputation de qualité? Bien sûr, quelles sont nos forces? Sans trop s'en vanter, on a une bonne réputation. Hein. On a une réputation au niveau de nos normes. Hein. On a une réputation qu'on produit le meilleur lait, autant au Canada hein, qu'aux États-Unis. Même qu'on arrive au niveau des produits du porc, hein, on a une très grande réputation aux États-Unis pour la qualité tant gustative que de la façon qu'on le produit, et aussi on est compétitif au niveau du prix. Hein. Oui. Il nous reste quelques minutes pour parler peut-être des terres agricoles, justement. Oui. Pourquoi ça a augmenté tant que ça du côté de Trois-Rivières, de la Mauricie, puis d'ici dans Port-Neuf? 18,8 d'augmentation, c'est beaucoup. Pourquoi? Oui, puis quand ils ont fait ces moyennes-là, ils ont enlevé les extrêmes, hein, c'est-à-dire les 5 hein, qui étaient le plus haut, 5 le plus bas. Fait que ça veut dire que nous autres, on se retrouve vraiment avec les terres agricoles. Fait qu'ils ont enlevé le facteur de spéculation qui peut se retrouver à l'intérieur de la ville de Québec, ça on comprend, là. Hein. Et 18,8 au Québec, pour la même période, c'est 8,2 d'augmentation des terres. Au-delà de 5 d'augmentation par année de la valeur de nos terres, nos entreprises on n'est pas capable de supporter cette croissance-là. Et ça veut dire que c'est spéculatif. Là. Ça ne vient plus d'un producteur qui est prêt à payer un peu plus cher pour acheter la terre de son voisin. On est dans un autre monde. On est dans un monde sans cibler juste cette entreprise-là, mais entre autres comme une entreprise comme Pangea, que tout le modèle est basé sur l'augmentation de la valeur spéculative. Suite à ça, on m'a posé souvent la question, pourquoi on n'arriverait pas avec une surtaxe sur les propriétaires qui ne cultivent pas ces terres-là? OK. C'est mineur, c'est une bonne idée, hein, mais c'est vraiment mineur. C'est-à-dire les gens qui achètent des terres puis qui vont les laisser en friche, espérant qu'ils perdent leur valeur puis qu'un jour ça soit plus facile de les dézoner. C'est pas ça qui a emmené cette augmentation-là. C'est des terres qui sont achetées par des fonds qui vont les faire cultiver soit à forfait pour aller chercher l'argent du programme de crédit de taxe foncière, hein, ou qui vont les cultiver eux-mêmes en mettant un jeune dessus pour la cultiver. Le jeune qui va prendre tous les risques, hein, mais jamais va avoir accès là, au fond de terre. Hein. Alors, comment on réagit par rapport à ça maintenant? Il nous faut une loi pour contrer la financiarisation des terres. On ne serait pas les premiers au Canada à le faire. Dans l'Ouest canadien, ça a été fait. Ils sont revirés sur une période de moins de 12 mois quand ils ont vu que même les grands fonds de placement, les caisses de retraite commençaient à acheter des terres. C'est pas le modèle qu'on veut pour maintenir le modèle de ferme familiale qu'on veut. Fait qu'effectivement, il faut la première mesure, puis qui a été parlé dans le reportage que vous avez dit, c'est vraiment au-delà d'un achat de 100 hectares par année, il devrait avoir un drapeau rouge qui lève, puis que la transaction soit bloquée. C'est vraiment la première mesure, hein, la façon la plus facile, la plus rapide pour agir. Oui, et ça appartient au gouvernement du Québec et du Canada. Au gouvernement du Québec, oui. Du Québec. Maintenant, le Canada, qu'est-ce qu'il peut faire? L'année passée, avec la relève agricole, on est allé en représentation devant les membres du Sénat. Hein, et il y a aussi une problématique au niveau du transfert des terres, hein, qu'on entend souvent que c'est plus facile de vendre à un étranger ou de démanteler, c'est plus rentable que de transférer sa ferme à une relève ou à un membre de sa famille. Il y a il y a une façon de revoir qui a déjà été vue au niveau du gouvernement du Québec, hein, pour la fiscalité, mais que le fédéral est en retard, puis ça, il faut maintenir la pression aussi. Hein. Oui. Alors, Christian Hébert, merci beaucoup de ces éclaircissements. C'est un plaisir. À la prochaine. Merci.
Alors revenons maintenant sur le dernier conseil de ville de Saint-Marc-des-Carrières qui avait lieu ce lundi 8 octobre. On a appris que l'entreprise de Saint-Marc-des-Carrières, Machitech Automation, pourra débuter l'agrandissement de ses installations dans les prochaines semaines. L'entreprise qui conçoit et fabrique des systèmes de découpe automatisés attend d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour débuter les travaux de construire un nouveau bâtiment de 26 100 pieds carrés sur un terrain qui était zoné agricole. La Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, a donné son aval à la demande pour que ces terrains soient zonés industriels. Dans ce contexte, la Ville a accepté de dézoner une partie de ces terrains industriels pour qu'ils reviennent dans la zone agricole. Les élus de Saint-Marc-des-Carrières ont adopté cette semaine le nouveau règlement et la MRC de Portneuf devrait faire de même la semaine prochaine pour inclure ces changements de vocation de terrain dans son plan d'aménagement. Machitech pourra donc entamer les démarches légales pour acquérir ces terrains et débuter les travaux de construction. Actuellement, l'entreprise dispose de plus de 62 500 pieds carrés de production à travers 4 usines et son projet d'agrandissement permettrait l'embauche de plus d'une vingtaine d'employés, portant à quelques 125 travailleurs à travers ses 6 divisions. Depuis 2002, l'entreprise de Saint-Marc-des-Carrières a installé plus de 500 équipements en Amérique du Nord. La municipalité de Saint-Marc-des-Carrières a entrepris d'importants travaux d'agrandissement et de réaménagement de son centre communautaire et culturel qui avait besoin d'un peu d'amour et de certaines mises aux normes en fonction des activités variées qu'elle offre à sa population. Un budget total d'environ 400 000 $ est prévu, dont quelques 20 % du budget provient du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le programme TEC. Les travaux extérieurs d'agrandissement sont à toute fin pratique complétés, de même que l'installation d'un système de drainage et de scellement au toit. À l'intérieur, le plancher a été refait en époxy, la scène a été agrandie vers l'avant et la loge des artistes est maintenant plus fonctionnelle. La porte de secours derrière le bâtiment a été relocalisée et des améliorations ont été apportées à la salle des toilettes. La Ville de Saint-Marc-des-Carrières prévoit refaire le revêtement extérieur l'an prochain. Ce bâtiment a été construit en 1979 et abritait une épicerie avant que la Ville s'en porte acquéreur pour en faire un centre communautaire et culturel. D'autre part, la Ville de Saint-Marc-des-Carrières a dû modifier sa résolution concernant son contrat de service avec la Société d'assurance automobile du Québec. Une précision a été apportée concernant les coûts pour chacune des municipalités participantes. Rappelons que la Caisse populaire de l'Ouest de Portneuf n'offre plus les services de la Société de l'assurance automobile du Québec depuis le 31 décembre 2016 et Saint-Marc-des-Carrières avait manifesté son intérêt de conserver ces services en collaboration avec les autres municipalités de l'Ouest de Portneuf. La Ville de Saint-Marc-des-Carrières s'est engagée à verser 50 % d'un déficit d'opération s'il y a lieu pour 5 ans jusqu'au 31 décembre 2021. L'autre 50 % sera payé au prorata des populations de Saint-Gilbert, Deschambault-Grondines, Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Uribe et Saint-Ubalde. Le déficit des opérations pour 2017 est de l'ordre de 14 000 $. Le bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, à Saint-Marc-des-Carrières, a été inauguré au mois de février 2017 dans les locaux de l'espace carrière et affaires de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf, au 150 rue Saint-Joseph. Et soulignons que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières travaille actuellement à l'aménagement d'un nouveau quartier résidentiel sur la rue Martel et du Moulin. Des démarches sont en cours pour la construction d'une nouvelle rue, un deuxième accès en fait à partir de la rue principale. La direction du service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a présenté ce jeudi avant-midi des investissements majeurs qui totalisent quelques 800 000 $, notamment au niveau de la flotte de véhicules. Dans les prochains mois, une attention particulière sera portée à la sécurité civile. Écoutons une entrevue que nous a accordée le directeur du service de la protection contre les incendies à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier après le point de presse, M. Martin Lavoie.
Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. M. Lavoie, on annonce aujourd'hui de bons investissements. En fait, le service des incendies, vous en êtes le directeur. Tout d'abord, parlez-nous un peu du service que vous offrez aux citoyens, équipes et équipements que vous avez actuellement. Service incendie Sainte-Catherine à Jacques-Cartier, composé de 37 pompiers, temps partiel, temps plein. L'équipe à temps plein, on est 4 pompiers temps plein. Une division premier répondant, une division intervention incendie, formation. Les gens à temps plein sont là pour m'appuyer à la gestion administrative. On est là pour offrir, on l'a dit, service de premier répondant aux citoyens des 3 villes. On a une entente avec le lac Saint-Joseph et la ville de Fossambeau sur le lac. Donc, on offre tous les services. On offre aussi une spécialité qui est le sauvetage nautique. Donc, mes gens sont formés pour le sauvetage en eau vive, le sauvetage sur le lac et sur la glace. Donc, c'est la seule spécialité, outre la désincarcération, qu'on offre au service incendie de Sainte-Catherine. Oui. Parlons d'équipement. Peut-être la bâtisse, en fait, c'est quand même assez récent, la caserne. Là. La caserne a été construite en 2007. Bâtiment adapté pour aussi les mesures d'urgence. La caserne bénéficie au 2e étage d'un centre de coordination de mesures d'urgence en cas de besoin. On est capable d'héberger nos administrateurs, nos coordonnateurs pour répondre à la demande. Oui. Parlons maintenant des équipements que vous avez. Bon, évidemment, vous avez procédé à l'achat de nouveaux camions, en fait. Parlez-nous un peu de ces investissements. Il faut dire que c'est des nouveaux camions, oui, mais en remplacement d'anciens camions. Le véhicule, au fond, le véhicule d'élévation remplace une autre échelle qui datait de 1976, qui a été cédée au Collège Notre-Dame-de-Foix pour la formation des jeunes pompiers. Remplacé par un véhicule usagé de l'année 2000, mais très peu utilisé, vient des États-Unis, qui nous rend les besoins, les services dont on a besoin ici dans nos 3 villes, une échelle de 105 pieds à sa pleine extension en acier, avec une cabine d'équipe prête à répondre à ces différents types d'interventions, sauvetage, incendie ou autres. Le véhicule est muni d'une colonne d'eau qu'on appelle, donc est capable d'avoir un jet moniteur sur le plan de l'échelle en haut pour l'application d'eau au toit ou en protection. Oui. Par la suite, derrière moi, le véhicule mini-pompe qui remplace un ancien F350 du début des années 80 qui répondait plus aux normes d'aujourd'hui. Donc, on a acquis un véhicule 4 roues motrices avec une capacité d'eau de 650 gallons à l'intérieur pour nos risques spécifiques où on n'a pas de couverture en eau. Véhicule 4 roues motrices avec une pompe à haute pression qui est assez nouveau aussi, qui nous permet une économie d'eau d'à peu près 50 % pour la même intervention qu'une pompe conventionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pompe à haute pression offre aussi le conventionnel. Donc, je peux avoir du volume et du débit. Oui. Par la suite, c'est un véhicule dit vert qui est muni d'un système intelligent qui nous permet, lorsque le moteur tourne au ralenti, d'arrêter les fonctions moteur, mais de garder les fonctions électriques. Donc, tout ce qui est gyrophare, éclairage de scène reste en fonction durant une période donnée. Le relais est pris par les batteries. Le système étant intelligent, lorsque la température moteur descend ou les batteries faiblissent, le moteur redémarre, stabilise le tout et peut réarrêter si on est arrêté longtemps. Donc, on sait que malheureusement, nos interventions, 80 % de nos interventions ne nécessitent pas nécessairement l'engagement de la pompe. Donc, ce principe-là rentre en action sur presque toutes nos interventions. Et c'est aussi fait d'une façon, c'est personnalisé à vos besoins, en fait. Le véhicule a été dessiné par nous, vendu par la compagnie Aréofeu avec le fournisseur Rosenbauer qui est en arrière de la technologie de ce véhicule-là, qui est adapté à 100 % à nos besoins spécifiques des 3 villes faisant partie de l'entente de couverture incendie. Oui. On parlait tantôt aussi d'un compresseur d'air respirable. C'est quoi exactement? Disons, le compresseur a été acquis en début d'année. Sa fonction première, c'est de remplir nos cylindres d'air respirable. Ça semble anodin comme ça, là, mais lorsqu'on intervient, on a tous un appareil de protection respiratoire autonome. Ces cylindres-là ont une durée d'à peu près 40 minutes, 30 minutes. Ils se doivent d'être remplis pendant ou après l'intervention. Si l'intervention perdure dans le temps, on doit remplir sur les lieux mêmes ou du moins pendant l'intervention. Là, on faisait affaire avec un fournisseur externe. Durant la nuit, durant les jours fériés, les fins de semaine, c'était des fois plus dur d'avoir un service immédiat. Donc là, le service s'est doté de ce compresseur-là pour être capable d'être autonome et de s'autosuffire dans le remplissage des cylindres. Oui.
en termes de temps d'intervention, où vous en êtes justement dans la moyenne d'attente d'intervention? Normalement, les normes spécifiées sont d'environ 8 minutes de temps de déploiement, 10 minutes de temps de déplacement et de mobilisation pour une intervention optimale. Les schémas de couverture de risque nous donnent 5 minutes de mobilisation, donc les temps partiels se rendent à la caserne, et 10 minutes de temps de déplacement, donc 15 minutes de mobilisation. C'est le temps qui est prescrit, ou du moins qui est par les orientations ministérielles. Oui. Quels sont vos projets maintenant pour encore améliorer peut-être le service ici à Sainte-Catherine? Des projets, il y en a toujours. Disons, c'est de garder à jour surtout nos maintiens de compétences. La force de l'équipe est toujours les connaissances, les compétences de l'équipe. Donc, pour offrir un meilleur service aux citoyens, c'est de garder les formations adéquates. Il y a une mise à niveau qui doit se faire continuellement au niveau des équipements, que ce soit de protection respiratoire, d'habits de combat, d'équipements de protection individuelle. Il y a toujours des investissements sur le bâtiment qui peuvent survenir aussi. On parle beaucoup depuis quelque peu de sécurité civile. Il y a un projet de loi qui a été déposé qui oblige les villes à se conformer à certaines règles en sécurité civile, soit au niveau du bâtiment, soit au niveau de mise d'alerte aux citoyens et autres. Donc, c'est les prochains mandats des services pour 2019. On a des obligations. Beaucoup d'efforts vont être consacrés au niveau de la sécurité civile. Est-ce qu'il y a des changements majeurs qui sont attendus ou qui devraient survenir avec cette nouvelle loi? Pas pour ici. Il n'y a pas de changement majeur. Ça va peut-être regarder pour des regroupements. Les villes vont peut-être essayer de se regrouper pour unifier des ressources humaines et des ressources matérielles en déploiement de sécurité civile. La force du système est souvent reliée à l'unification des villes. Oui. Parce que là, vous avez une entente avec Fossambeau, Lac-Saint-Joseph et une partie de Shannon, je pense. Mais quelle est aussi l'entente avec l'aide aux municipalités voisines? Parce que vous pouvez intervenir dans Port-Neuf aussi. On a des ententes intermunicipales qui font abstraction des limites de MRC, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Donc oui, j'ai des ententes intermunicipales avec les villes limitrophes dans Port-Neuf, soit Pont-Rouge, Saint-Raymond. J'ai des ententes aussi au niveau de la MRC avec Shannon et les autres. Pour ce qui est de mes 3 villes concerts en incendie, les nouvelles ententes sont à prévoir éventuellement pour la sécurité civile. Oui. Et au niveau de la relève, au niveau des travailleurs, des pompiers, est-ce que ça va bien? Ici, à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, on a la chance que ça aille bien, oui. Les gens désirent travailler pour un service jeune et dynamique comme le nôtre. J'ai la chance d'avoir la proximité des 2 écoles de pompiers qui sont à Québec, une à Neuchâtel, l'autre à Saint-Augustin. Donc, les jeunes peuvent être au DEC et s'en venir rester chez nous, puis être pompiers à temps partiel, ce qui leur donne quand même un très, très beau bagage qui est, je vous dirais, considéré par d'autres services lorsqu'ils viennent pour être engagés à temps plein. On a quand même au-dessus un petit peu de 600 sorties par année ici, avec le premier répondant et l'incendie. Donc, on donne un beau bagage à nos jeunes. Fait que le problème de recrutement, heureusement, j'en ai pas. Ouais. Et peut-être en terminant, parlons un peu budget. Vous consacrez combien, en fait, le financement annuellement ici à Sainte-Catherine? C'est aux environs de 8 à 10 du budget municipal qui est consacré au service incendie, ce qui représente, bon an, mal an, tout près de 980 000 $ pour le budget de fonctionnement du service au complet. Alors, M. Lavoie, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Une deuxième journée de réflexion sur la sécurité alimentaire dans Port-Neuf se tiendra le mardi 16 octobre prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dillon à Saint-Raymond. Cette journée vise à réunir le plus d'intervenants et d'organismes possibles pour assurer la sécurité alimentaire à tous les citoyens de la MRC de Port-Neuf. Une table de concertation en sécurité alimentaire de Port-Neuf a été créée l'an dernier et pour nous en parler, nous accueillons en studio la chargée de projet, Sylvie Germain. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Peut-être, Sylvie, au point de départ, revenons sur la mission, en fait, de la table de concertation en sécurité alimentaire de Port-Neuf. C'est quoi exactement? Oui, bien, la table de concertation en sécurité alimentaire réunit plusieurs acteurs de la région de Port-Neuf qui sont impliqués dans la sécurité alimentaire pour assurer l'accès à des aliments sains et nutritifs et en quantité suffisante pour toute la population de Port-Neuf, mais surtout la population en situation de pauvreté. OK.
Qui fait partie de cette table-là? C'est une vingtaine de personnes qui sont de différents milieux, du milieu municipal, des ressources d'aide alimentaire, des organismes communautaires, le milieu de la santé aussi est représenté et les entreprises agroalimentaires également font partie de la table de concertation. Donc, c'est vraiment différents milieux qui travaillent ensemble pour donner de la nourriture à tous. Est-ce que ça existe ailleurs ou c'est une particularité de Portneuf? Ou? Non, c'est plusieurs régions à travers le Québec ont une table de concertation, soit en développement social ou en sécurité alimentaire. D'ailleurs, l'an passé, à la journée en sécurité alimentaire, la table de concertation de l'Outaouais était venue présenter une présentation. Il y a également la Mauricie qui a une table de concertation là, en sécurité alimentaire. Donc, c'est tous des exemples qu'on peut s'inspirer, mais c'est important aussi d'y mettre une saveur locale. Bien, c'est ça. Nos besoins dans Portneuf, vous avez fait une étude, je pense. Vous avez réalisé une étude? Oui, c'est ça. La dernière journée en sécurité alimentaire a servi à alimenter un portrait de la situation en sécurité alimentaire et également nourri là, les réflexions pour un plan d'action triennal qui a été présenté au comité de lutte à la pauvreté en mars dernier et également à la table de concertation là, lors de la première réunion en juin dernier. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce plan triennal? Bien, l'objectif général, c'est d'unir nos forces pour améliorer la sécurité alimentaire dans Portneuf, parce que c'est pas juste les ressources d'aide alimentaire qui peuvent améliorer la situation. Puis, c'était important de renforcer la capacité d'approvisionnement des ressources d'aide alimentaire, parce que ils ont des ressources limitées, mais les demandes d'aide alimentaire sont sans cesse croissantes. Et pour ce faire aussi, c'était de mettre tous les acteurs ensemble, pas juste à la table de concertation, mais également à une journée, puis à différentes occasions pour travailler ensemble. Et également, il y avait des besoins au niveau de l'information, d'informer la population en général et les différents organismes des initiatives et de ce que chaque joueur fait sur le territoire de Portneuf, mais également des informer sur des initiatives qui se font dans d'autres régions et sur lesquelles on pourrait s'inspirer pour implanter dans la région de Portneuf, mais tout en s'assurant qu'on respecte là, la particularité de notre région. Oui. Concrètement, comment ça peut se traduire? Parce qu'on connaît les petits déjeuners pour les enfants. Oui, collation santé Portneuf, oui. Ben concrètement, c'est de formaliser des ententes entre des producteurs agricoles et des ressources d'aide alimentaire. C'est d'informer toutes les ressources d'aide alimentaire de leurs droits, des droits des usagers. C'est de leur présenter des invités à la journée en sécurité alimentaire où ils vont rencontrer d'autres acteurs sur le territoire, pouvoir échanger sur leurs pratiques, sur leurs besoins. Il y a plusieurs besoins qui ont été identifiés qui sont communs aux différentes ressources d'aide alimentaire. Ça fait que ça va être de pouvoir essayer de trouver du financement pour des initiatives conjointes. Quand on parle de ressources alimentaires, on parle de qui? Bien, chaque municipalité a des ressources d'aide alimentaire plus locales, comme il y a différentes sociétés de Saint-Vincent-de-Paul, le service d'entraide à Saint-Basile. Il y a, toutes les municipalités ont une ressource d'aide locale, mais il y a également des ressources d'aide plus régionales, mais qui s'adressent à des clientèles spécifiques. Il y a le Carrefour FM qui vise plus les familles monoparentales reconstituées et les personnes seules et qui font des cuisines collectives, des cuisines créatives pour les familles, les personnes en situation de pauvreté. Ils font de la distribution alimentaire, du dépannage alimentaire. Il y a l'Arc-en-Ciel qui, eux, vise plus les personnes avec des problèmes de santé mentale. Tu as également le cerf-volant de Portneuf qui aide les
familles biparentales par les cuisines collectives. Donc, c'est vraiment différentes ressources d'aide. Ouais. C'est bien parce que tous les différents secteurs de Portneuf sont couverts par des ressources d'aide. Ouais. Une deuxième journée de réflexion se tiendra donc mardi prochain à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel. Comment vous avez justement traité cette deuxième journée? Bien, c'était vraiment dans l'optique de continuer l'objectif général d'unir nos forces afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Puis c'est que chaque milieu, que ce soit le milieu scolaire, municipal, agroalimentaire et communautaire, a une pièce du casse-tête qui est l'insécurité alimentaire. Puis c'est en travaillant ensemble dans le cadre, le contour du casse-tête qui est la sécurité alimentaire dans Portneuf qu'on va pouvoir solutionner ce casse-tête-là. Ouais. Puis on a différents, autant des conférenciers d'autres régions que des intervenants du milieu de Portneuf qui vont nous parler de leur initiative. OK. Comme quoi, par exemple? Bien, on va commencer par une conférence donnée par Dr. Lucie Lamarche, qui est professeure en sciences juridiques à l'Université du Québec à Ottawa, qui va donner une conférence qu'elle a présentée à travers le Québec, c'est Manger un droit, pour mettre la table sur l'importance de travailler ensemble pour que chacun puisse avoir le droit d'expérimenter son droit de manger. Il y a également un organisme communautaire, le Filon, qui est à Lévis, qui, eux, offrent des différents services d'aide alimentaire, que ce soit du dépannage, ils ont des groupes d'achat, des cuisines collectives, des collations dans les écoles. Puis, ils ont également instauré un marché public mobile qui va dans les différents endroits où il y a des déserts alimentaires ou ça peut être des endroits où les personnes ne peuvent pas se déplacer. Donc, au lieu que les gens se déplacent au marché public pour obtenir des produits locaux, bien, eux, c'est le marché public qui se déplace là où il y a des besoins. Il y a également la Carotte Joyeuse, qui est un organisme en Yamaska, Nicolet, qui, eux, est un organisme de réinsertion sociale, mais qui font des plateaux de travail en transformation alimentaire. OK, un collectif un peu, cuisine collective. C'est ça, oui. Puis, on a également la ville de Val-David qui va venir présenter son initiative Val-David Vie nourricière. Donc, c'est vraiment un changement de philosophie auprès de la municipalité pour devenir une ville qui va assurer l'accès à des aliments locaux et sains à sa population, que ce soit par des changements de zonage, des dons à des ressources d'aide alimentaire, des dons pour, de terrain pour des jardins communautaires, des changements dans les aménagements paysagers de Val-David. Donc, ça va être très intéressant. Ouais. Puis, on est également une intervenante de l'école Louis de France dans la région de Trois-Rivières qui vont nous partager leur programme agroalimentaire dans l'école qui s'appelle l'agroalimentaire s'invite à Louis de France. OK. Qui peut participer? Tous sont bienvenus, autant les entreprises agroalimentaires, les élus municipaux, les représentants de ressources d'aide alimentaire, mais également on a besoin d'entendre l'opinion des citoyens et également des utilisateurs des services d'aide alimentaire à travers la région de Portneuf. Oui, donc ça commence, c'est mardi prochain, donc oui. Concrètement, ça commence à 8h30? Il y a café et muffins de chez Médé qui vont être servis à partir de 8h. La conférence va commencer plus vers 8h30. Puis tout au long de la journée, là, il va y avoir différentes entreprises agroalimentaires qui vont nous faire goûter leurs produits. Et il y a un dîner d'inclus qui est offert par le Mondial à Saint-Raymond. On peut encore s'inscrire? Oui.
soit au 418-285-7797 ou par courriel à sécuritéalimentaire-portneuf@commercial-gmail.com. Puis au pire, aller à la porte, par contre, il n'y aura pas de dîner nécessairement. Là, Bon, on commande des extras, mais bon, si la moitié de la population... Oui, juste, on a 90 inscriptions jusqu'à présent, qui est une forte augmentation de l'année passée. On est vraiment très satisfaits. Vous avez eu 75 participants la première journée. Oui, c'est ça, oui. Puis une belle augmentation. Puis vraiment, là, tous les milieux de Portneuf sont représentés. C'est très intéressant. Alors, Sylvie Germain, merci de cette visite en studio. Merci. Puis on vous souhaite une belle journée de réflexion. J'en suis certaine. Au revoir. Merci. Rachel Lunardi est devenue la nouvelle présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf suite à la rencontre du conseil d'administration le jeudi 4 octobre dernier. Rachel Lunardi, directrice de la Fondation Mira, située à Neuville, occupait la fonction de vice-présidente. Elle succède donc à Michel Albert, qui fut président de l'organisme durant les 9 dernières années. Audrey Pellerin a été élue à la vice-présidence. M. Michel Belair, secrétaire, et Mélanie Beaupré-Dion a été reconduite trésorière du conseil exécutif. Un accès fiable à Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire de Portneuf, ainsi que le manque de main-d'œuvre sont les principales préoccupations de la nouvelle présidente pour la prochaine année. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf regroupe les gens d'affaires de Pont-Rouge, Neuville, Donnacona, Cap-Santé et Ville de Portneuf, ainsi que d'autres secteurs de la MRC de Portneuf et de la Ville de Québec. Au dernier rapport annuel, on comptait quelques 140 membres. Soulignons qu'il reste encore de la place pour participer au souper gastronomique bénéfice qui aura lieu au club de golf Grand Portneuf le jeudi 8 novembre prochain. Il s'agit d'une formule combat des chefs entre les chefs cuisiniers Francis Maltais de Sushi Nagano, Caroline Bélanger, traiteur du concept gourmet, et Simon Robitaille, chef cuisinier du club de golf Grand Portneuf. Pour réserver, vous pouvez le faire à partir du site web de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf ou par téléphone auprès de la directrice générale Karine Lacroix. Il s'agit d'un menu gastronomique de 5 services. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale et l'Université Laval ont annoncé la nomination du Dr Jean-Pierre Després à titre de directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne du CIUS de la capitale nationale. Portneuf est desservi par le CIUS de la capitale nationale. Le docteur Jean-Pierre Després est un chercheur de renom. Il est professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval. Ses recherches portent sur l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et sur leur prévention par l'activité physique et une saine alimentation. Il est un des chercheurs les plus cités au monde dans son domaine. Les soins et les services de première ligne sont axés sur la promotion, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, la réadaptation et les soins de fin de vie. Alors, les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Alors, David Alexandre Vincent nous dresse maintenant une liste des activités culturelles à venir au cours des prochains jours dans Portneuf.
Bonsoir, voici votre agenda culturel des prochains jours. D'abord, la légende du blues Guy Cardinal sera en prestation ce soir, jeudi le 11 octobre, au Roquemont de Saint-Raymond. Il a notamment fait une tournée de spectacles dans de nombreux festivals de blues au Canada ainsi qu'aux États-Unis. C'est un véritable passionné et puis fait intéressant. Il est non-voyant de naissance, alors ça peut être assez impressionnant de le voir jouer. On dit que sa dextérité est quasi légendaire. Guy Cardinal est originaire de Beauport, dans la ville de Québec, et ses styles de musique sont bien sûr le blues rock, mais aussi le progressif, et il joue du piano pour s'accompagner en chantant. Le spectacle débute à 20h à l'hôtel Le Roquemont. Le très populaire souper rose aura lieu demain vendredi au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. La ville de Saint-Raymond s'engage cette année dans la campagne de financement de Québec Ville en Rose. Les billets sont en vente depuis la mi-septembre au coût de 40 $ par personne et puis chaque table compte 11 places. La soirée va débuter par un apéro à 18h. Ce sera dans la verrière du Centre multifonctionnel. Et puis l'animation de la soirée sera assurée par Marie-Élise Jouston et le duo Frank et P.O. La sensation de l'heure, Hubert Lenoir, produira à Pont-Rouge au Moulin-Marcoux ce vendredi. Son album Darlene a été acclamé au Québec récemment et puis son répertoire est mélangé de pop, de R&B, de plastic soul, de glam rock et de jazz. Le jeune auteur, compositeur-interprète de la ville de Québec montera sur scène à 20h. Sa chanson Fille de personne 2 est en voie de devenir la chanson de l'année. Je suis venue te dire que je peux changer. J'irai un avenir de femme éclairée. Où tu supportais nos j'irai dans tes traces. J'irai ton avenir. Le chansonnier Louis Dionne ouvrira la saison musicale à la Pizzeria Paquette de la ville de Portneuf ce vendredi à compter de 20h. Fort d'une expérience de plus de 31 ans, il parcourt le Québec en solo depuis déjà 9 ans. Il se défend de ne pas être un chansonnier traditionnel parce qu'il dit utiliser des arrangements de qualité et puis des équipements à la fine pointe de la technologie. Une présence de scène explosive teintée d'humour, voilà ce que vous réserve Louis Dionne. Également ce vendredi à 20h, Tommy Connelly se produira au Roquemont. C'est un chansonnier très polyvalent qui vous fera revivre les hits des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il y a la première édition du bal du maire de Donnacona qui va se tenir ce samedi 13 octobre au 300 rue de l'Église. Un cocktail et puis des bouchées vont être servis dès 18h et ce sera suivi d'un souper 4 services et d'une soirée dansante avec l'orchestre Tip Tops. L'orchestre qui compte sur un répertoire varié et sans cesse renouvelé de succès pop, rock, disco, rétro et ballroom. Ce sont 8 musiciens, chanteurs et chanteuses qui, dit-on, offrent des performances musicales exceptionnelles et puis une connexion solide avec le public. Tous les profits qui seront amassés par la vente des billets vont être redistribués aux jeunes, aux sportifs et aux organismes tout au long de l'année. On peut se procurer les billets à l'Arena au coût de 100 $ par personne. Et en terminant, une soirée hommage à Bryan Adams aura lieu à la Maison de la Culture ce samedi à Donnacona. Inspiré de la tournée en trio de Bryan Adams du début des années 2000, au concept tout en blanc, l'hommage Remember vous promet un spectacle qui sera unique. Des billets seront en vente à la porte au coût de 22 $. Alors voilà, c'est complet sur ce. Bonne sortie culturelle. Les membres du club de patinage artistique de Saint-Raymond ont décidé d'organiser une première édition d'un souper homard bénéfice qui se tiendra le samedi 17 novembre prochain au centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Les profits du souper serviront à l'achat d'équipements, à payer les frais reliés aux compétitions, la tenue de cliniques d'apprentissage et la campagne de financement du spectacle biannuel du club. Bisques de homard, assiettes de homard avec accompagnement et dessert seront au menu. Un potage
potage aux légumes et une assiette de sauté de veau marengo sont prévus pour ceux et celles qui sont allergiques aux fruits de mer ou qui veulent tout simplement ne pas manger de homard. De plus, des artistes ont été invités pour animer la soirée en musique, chansons, danse et humour. Les artistes invités sont Étienne Langevin, humoriste, James Labrie, auteur, compositeur et interprète de La Relève, finaliste de Cégep en spectacle en 2018, et un DJ fera danser les convives pour terminer la soirée. Les billets en pré-vente jusqu'au 20 octobre sont vendus au coût de 85 $ au lieu de 95 $. Les billets sont en vente à la billetterie de la pharmacie Uniprix Picard et Simard de Saint-Raymond et vous pouvez réserver une table de 10 personnes par courriel à Marilyn Brideau, en fait, hotmail.com. Nous sommes en pleine semaine de la prévention des incendies 2018 du 7 au 13 octobre sous le thème « C'est dans la cuisine que ça se passe ». Écoutons une première capsule conçue par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Et peut-être en terminant, petite statistique du côté de la MRC de la Jacques-Cartier, du côté des alarmes non fondées. On dit que dans la Jacques-Cartier, seulement 70% des alarmes sont non fondées. Plus d'un appel sur 4 au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de la Jacques-Cartier est en lien avec une alarme non fondée. Plus de 40% des appels en lien avec un incendie de bâtiment sont une alarme non fondée. Les pompiers des 6 services incendies de la région de la Jacques-Cartier consacrent plus de 3500 heures par année à répondre à des alarmes non fondées. On estime que les policiers de la région de la Jacques-Cartier perdent plus de 2500 heures à répondre à des alarmes non fondées. Alors, prévention à tout le monde et soyez vigilants du côté des alarmes non fondées. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à David Alexandre à la culture, Stéphane et Philippe à la régie, au montage de la caméra sur le terrain, de même que Tony à la caméra sur le terrain et au montage. Merci d'être avec nous à chaque semaine. Si vous appréciez, parlez-en à d'autres, bien entendu. Et on se laisse avec des extraits de la Ligue d'improvisation qui avait lieu ce mercredi soir au Moulin Marcoux à Pont-Rouge. Alors, on vous souhaite une belle semaine. Faut faire la dinde. Ben, moi, il faut que je m'occupe de mes vidanges. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait avec les restes de ta dinde? T'as pas mis ça dans mes vidanges? Ben, où tu penses qu'il faut que je mette ça d'abord? Maudite folle! Hey, mamie! Mamie! Ou quoi encore? Qu'est-ce que t'as mis dans ta dinde, là? Ben, de la farce! Tu penses que je mets dans ma dinde? Ben oui, ma petite dinde, là. Ben oui, moi, tout te fait. Allô, groupe! Ah, là, mais... Attends! Qu'est-ce que t'es venu Est-ce que tu dire? m'inquiètes? Ben là! Pas encore, c'est bien! Ben là! On va manger des sandwichs aux tomates avec des capes de tomates, c'est bon. Tu nous invites à souper? C'est pas prêt encore! Ben là, soyez un peu patient avec ça, là. C'est long faire une dinde de même. Ça fait 4 jours, là, que je la badigeonne, pis que... C'est un dingue, on va parler vidange. Ah, ma chérie, j'ai amené toutes les valises, toutes les valises. Hey! C'est même pas prêt
encore? Je te dis que ta mère est pas vite. Ben voyons donc, pour toi, maman, pourquoi j'ai pas prêt? Ben, c'est long de faire une dinde de même, là. Ça fait 4 jours, là, qu'il faut la badigeonner, puis la traiter bien, là. 300, là. Puis... Tu vas à la dernière? là. Ça a l'air qu'elle est venue au monde avant son père. Tu me niaises? Jamais de la vie je ferais ça, j'ai pas trop de respect pour toi. T'en as-tu pour moi de respect, toi? Jamais. Tu penses-tu qu'on devrait y aller? Je pense qu'on devrait pas y aller. Mais écoute-moi bien, là, la petite est venue au monde avant son père! Pense-y, c'est pas incroyable! Et que... Tabarnache. Je pense qu'à 2 pieds. Regarde ça, tabarnache à 2 pieds de droite. Tu veux à gauche? T'as à droite, je t'ai dit. Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.